Bienvenue à tous sur cette visioconférence senior sur déprime ou dépression. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adaptia, Travelage et Destination Multimédia. Cette visioconférence est financée par la Conférence des financeurs de l'Essonne, qu'on remercie grandement, avec le soutien de la CNSA. Donc de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gwendoline Cotrez. Donc j'organise chaque semaine, alors là, on est, en ce moment sur presque tous les jours, hein, on est vraiment, soutenu, par, différents territoires. Donc on a la chance de pouvoir vous proposer des animations, des visioconférences sur plein de thématiques différentes chaque semaine. Là, on est sur 3 fois par semaine, on va même avoir une période avec 4 fois par semaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est très simple, hein, c'est sur movadom.eventbrite.com et à communiquer aussi ces éléments-là à des proches, des amis, des personnes qui pourraient être intéressées, sachant que vous pouvez bien sûr également les voir en replay et vous connecter, comme j'ai 2 personnes qui sont connectées par téléphone. Donc même s'il y a un souci internet, si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez vous connecter directement avec soit votre téléphone fixe, soit votre téléphone portable. Alors dans ce cas-là, vous ne nous verrez pas, mais vous nous entendrez. J'organise aussi des conférences, dans les différentes communes. Donc, pour certains, ceux qui ont dans leur, ville une semaine bleue qui va être organisée, je vais faire un tour d'Île-de-France pendant la semaine bleue qui est, la deuxième semaine d'octobre, qui va être notre reprise sur les conférences en présentiel. On est très content de reprendre tout ça. Et dernier élément, mais pas des moindres, nous avons coécrit avec Isabelle Palassin, qui se présentera juste après, un livre audio, alors qui est en format aussi livre bientôt, je l'espère, et livre audio que vous pourrez retrouver sur notre site movadom.com. Et il y a un onglet livre. C'est un livre sur le déménagement senior, donc qui vous donne vraiment toutes les astuces sur comment, pourquoi, où déménager lorsque on se pose des questions sur son logement. Isabelle, si tu le veux bien, je vais, te laisser prendre la main sur la présentation. Donc il Oui, suffit de cliquer sur prendre la main et puis te présenter et commencer cette, visioconférence. bonjour à tous, merci Gwendoline. Donc, moi je suis Isabelle Palassin, je suis psychanalyste en cabinet libéral, thérapeute de couple et donc co-auteure avec Gwendoline du livre Ça déménage. Donc ce matin, nous allons parler d'un sujet un peu difficile, un peu douloureux, déprime ou dépression. Alors évidemment, bon, hier, Jean-Paul Belmondo est mort. Ça peut effectivement, c'est un événement qui peut pour certains être quelque chose de triste. Et donc ça va nous permettre aussi de faire la différence entre cette tristesse qu'on peut ressentir à différents moments de la vie, devant certains événements, comme là la mort d'un comédien qui nous a accompagnés toute notre jeunesse, quelqu'un de très vivant, et puis voilà, d'un seul coup il n'est plus là. Donc ça, ce sentiment de tristesse et puis la vraie dépression. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire ce matin, de faire un peu la différence entre les deux et savoir, essayer de repérer quand il faut commencer à s'inquiéter et commencer à finalement à aller consulter en se disant, bah, tiens, en ce moment, je ne me sens pas très bien, peut-être qu'il faut que j'en parle à quelqu'un. Voilà, donc nous allons commencer avec quelques chiffres. C'est vrai que la dépression des seniors, des plus de 65 ans, n'est pas si rare parce que, ben, en fait, elle touche environ 15% des plus de 65 ans. On voit là que là, il s'agit d'une courbe, enfin de chiffres qui montrent bien les différences en fonction des tranches d'âge. Et on voit bien que là, les plus de 75 ans, au fond, étaient, en tout cas en 2014, la tranche d'âge la plus touchée par la dépression. Aujourd'hui, en 2020, on voit qu'il s'agit des 15-24 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Évidemment, il s'est passé le Covid. Le Covid avec les confinements successifs qui ont scotché, épinglé les plus jeunes à la maison.
Mais le Covid a également pardon, empêché les seniors de sortir, de rester, enfin voilà, ils étaient eux aussi confinés chez eux et parfois pardon, en institution, ce qui a été particulièrement douloureux en fait. Mais tout de même, on voit qu'à l'occasion de cet événement, la dépression chez les plus jeunes a progressé, alors qu'elle a légèrement diminué dans les dernières années chez les plus de 65 ans. Malgré tout, ça reste une tranche d'âge, la tranche d'âge pratiquement la plus touchée par la dépression. Malheureusement, c'est aussi une tranche d'âge pour laquelle pardon, la dépression est relativement sous-diagnostiquée. Relativement, même pas que relativement, puisque certaines études montrent qu'environ 40% des seniors déprimés ne sont pas diagnostiqués. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce passage un peu sous les radars? Eh bien, en fait, il s'agit des représentations. C'est-à-dire que pour beaucoup, y compris pour certains généralistes, finalement, c'est normal d'être déprimé quand on est âgé parce que voilà, on perd, on a un certain nombre de pertes de capacité, de pertes d'être cher, etc. Et tout ça fait que finalement, ce serait normal d'être déprimé, alors qu'il n'en est rien, évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vieillit que forcément on doit vieillir dans la tristesse, dans la tristesse et le dégoût de soi, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on dit qu'environ 20% en fait, des plus de 65 ans souffrent de dépression, ça veut dire quand même que 80%, eux, n'en souffrent pas. Donc, donc on peut tout à fait vieillir en bonne santé psychique. En bonne santé psychique, en étant content de sa vie et en trouvant des sources de satisfaction. Alors maintenant, je vous propose de faire un petit test. Alors un petit test qui n'est évidemment pas un diagnostic, mais pour savoir un petit peu où vous en êtes et pour vous rendre compte de qu'est-ce que c'est finalement que d'être déprimé. Alors c'est un petit test très rapide, en 4 questions, pour encore une fois savoir un petit peu où vous en êtes. Donc je vous propose en fait de prendre un papier et un crayon, de réfléchir, pas très rapidement, 2-3 minutes, et puis de répondre par oui ou par non à ces 4 questions. Donc la question 1, pour ceux qui sont au téléphone, je vais l'énoncer lentement. Question 1, vous sentez-vous souvent découragé et triste? Donc, ou vous répondez oui, ou vous répondez non. Vous sentez-vous souvent découragé et triste? Question 1. Ensuite, question 2. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide? Donc là aussi, réponse par oui ou par non. Donc, avez-vous le sentiment que votre vie est vide? Question 2. Ensuite, question 3. Êtes-vous heureux la plupart du temps? Donc là aussi, oui ou non. Êtes-vous heureux la plupart du temps? Question 3. Question 4. Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? Donc là aussi, réponse par oui ou par non. Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? Donc je vous laisse, pardon, 2 minutes pour réfléchir un petit peu et répondre à ces questions. Isabelle, ce petit test, c'est quelque chose qui est utilisé par les thérapeutes, directement ou pas forcément? Oui, c'est un petit test qui est utilisé par les thérapeutes, par les médecins généralistes. Très bien, Voilà. super. C'est le Geriatric Depression Scale, le mini Geriatric Depression. Donc c'est l'échelle de dépression en gériatrie. Donc je pense que maintenant vous avez eu le temps de répondre à ces questions. Alors on va faire un petit débriefing. Donc si le score est supérieur ou égal à 1, il y a une forte probabilité de dépression.
Si le score est égal à 0, une forte probabilité d'absence de dépression. Donc, si vous avez notamment répondu oui aux questions 1, 2, 4, bon, là, effectivement, vous pouvez vous sentir, ça signifie peut-être que vous êtes ou que vous vous sentez déprimé, en dépression. Si vous avez répondu oui à la question 3, bon, ça limite un petit peu les risques. Toutefois, alors, il ne s'agit évidemment pas d'un diagnostic, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une probabilité. Alors, la vraie dépression, la maladie dépressive, en fait, il va falloir affiner évidemment le diagnostic avec un médecin et puis à partir de différents autres symptômes, en fait, qu'on va regarder ensemble tout de suite. Parce que là, il s'agit plutôt en fait d'un tableau général, d'une humeur générale, on pourrait dire que c'est un peu votre météo intérieure. Et puis là, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. On ne va pas faire de test là, mais je vais vous donner en fait les principaux symptômes de la dépression et de la déprime. On fera un petit peu après la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on peut plus parler de dépression, qu'est-ce qui fait qu'on va voir de dépression sévère et qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt parler de déprime ou de dépression légère. Alors, on a plusieurs types de symptômes. On a par exemple le refus de s'alimenter, de prendre ses médicaments, la négligence, c'est-à-dire d'un seul coup, ou progressivement, parce que les symptômes n'arrivent pas forcément d'un seul coup, mais vous allez avoir moins envie de vous laver le matin, pas envie de changer de vêtements, pas envie de prendre soin de vous. C'est-à-dire vraiment une espèce de laisser-aller total. Ensuite, le sentiment que rien ne vaut la peine. C'est-à-dire là, on est vraiment dans la question du à quoi bon. C'est-à-dire l'impression que finalement, la vie vaut pas tellement la peine d'être vécue. Alors à quoi bon se lever, à quoi bon rencontrer les autres, à quoi bon. On peut rencontrer aussi un sentiment d'indignité. C'est-à-dire, alors là, c'est plutôt sur la question des dépressions un peu plus sévères. C'est-à-dire, je suis plus capable de rien, je suis plus digne d'être aimée, je ne suis plus digne de rencontrer les autres. Voilà, ça peut être des pensées qui peuvent survenir dans des phases dépressives. On a aussi le retrait social. Alors, ça va être intéressant, cette histoire de retrait social, parce qu'il s'agit à la fois d'une cause et à la fois d'une conséquence. C'est-à-dire que un des facteurs de risque de la dépression, on le verra tout à l'heure, c'est la solitude. Mais aussi, la dépression, c'est-à-dire ce sentiment finalement de à quoi bon, de je ne suis plus bon à rien, je suis plus intéressant ou pas intéressante, etc. Ça va conduire à se retirer du monde, à plus avoir envie de rencontrer les autres. Et donc un retrait social. Mais on voit bien là qu'il peut y avoir comme un cercle vicieux, en quelque sorte. C'est-à-dire, je suis plus capable de rencontrer les autres, donc je me retire, je ne sors plus, je ne rencontre plus autrui, etc. Et dans ce retrait, ce retrait va renforcer en fait cette idée que je ne suis plus aimable. On peut avoir aussi un tableau de douleurs diffuses et inexpliquées, c'est-à-dire on va avoir un peu mal partout, un jour on a mal à la tête, le lendemain on a mal dans le dos, après on a mal aux pieds, après on a mal à l'estomac, après voilà. Alors c'est évidemment qu'on peut, notamment quand on avance en âge, on a évidemment toutes sortes de douleurs qui peuvent apparaître, mais ce sont plutôt des douleurs qui vont aller et venir, qui vont changer de localisation, etc. Et dont on ne va pas trop réussir à expliquer les causes. C'est-à-dire que on va passer des examens, des radios, des IRM, etc. Et puis il n'y aura rien, c'est-à-dire que le médecin vous dira il n'y a rien. Alors évidemment, là, pas très finement, certains vont vous dire c'est dans la tête. Peut-être que c'est dans la tête, mais il n'empêche que ce sont des douleurs que vous éprouvez, qui sont effectivement là et qui sont des signaux d'alarme en fait dont il faut se préoccuper. C'est-à-dire dire c'est dans votre tête, ça sert à rien. C'est à la fois, ça peut être vécu comme méprisant
Et alors que, en fait, elles ont vraiment une raison d'être, ces douleurs. Elles sont pas, ce ne sont pas des douleurs imaginaires qui ne servent à rien. Elles sont là comme un signal d'alarme sur votre malaise intérieur. On peut avoir aussi, on peut observer des pertes d'appétit et même dans certains cas, un renforcement de l'appétit, c'est-à-dire ou plutôt que de l'appétit, c'est-à-dire des moments de ce qu'on appelle le craving, d'un seul coup, on va se ruer sur du gras, sur du sucré, sur des envies de manger, avec le corollaire, c'est soit dans le cas de perte d'appétit, on va avoir un amaigrissement important et assez rapide, soit une prise de poids tout aussi importante et tout aussi rapide. Peuvent survenir aussi en cas de dépression les troubles du sommeil, donc les insomnies. Alors, on a l'habitude de dire que il s'agit plutôt d'insomnie sur la fin de nuit que vraiment des difficultés d'endormissement, mais c'est vrai que ça aussi, ça peut être un petit signal d'alarme. La fatigue permanente aussi. C'est-à-dire que c'est normal d'être fatigué quand on bouge, quand on a une vie un peu trépidante, etc. Mais une fatigue qui s'installe, une fatigue qu'on ressent par exemple dès le matin au réveil, dès le matin au lever, ça peut être une fatigue un peu diffuse comme ça peut être aussi un symptôme qui doit vous alerter sur le fait que peut-être, en fait, vous êtes en souffrance psychique. Et puis, il y a également les pertes de mémoire. Alors, c'est les pertes de mémoire, mais aussi la difficulté de se concentrer, mais aussi l'impression de confusion. Alors, c'est difficile parce que quand on dépasse les 65 ans, on a évidemment le spectre des maladies dégénératives qui se profile. Et parfois, c'est difficile de faire la différence, au fond, entre une maladie dégénérative qui commence à s'installer et une dépression. Parce que parfois, les symptômes peuvent être un peu similaires. C'est-à-dire, encore une fois, hein, c'est d'un seul coup, on oublie des choses. Et puis, cette difficulté à être là, c'est-à-dire à se concentrer, à suivre une conversation, à suivre un raisonnement, etc. Alors, ça va évidemment avec ce retrait, avec cette perte d'envie, avec cette perte d'appétit de vivre, avec cette difficulté, oui, d'être là, d'être dans son corps, etc. Mais c'est vrai que parfois, ça peut aussi signer les débuts d'une maladie dégénérative. Donc, c'est important, là aussi, de consulter pour savoir finalement de quoi il retourne, dépression ou maladie plus invalidante. Et puis, on peut également avoir on peut se rendre compte qu'il y a de l'irritabilité. C'est-à-dire d'un seul coup, ou encore une fois, ça s'installe, la personne devient un peu agressive, on a envie de voir personne, alors du coup, on est un peu sur la défensive, on en veut aider tout le monde. Et puis, on a l'impression que tout est torche. C'est-à-dire que la moindre réflexion, la moindre demande, en fait, est vécue comme une agression, au fond. Et donc, nous rend irritables, un peu en éruption permanente. De la même façon, alors ça, c'est un symptôme qu'on voit beaucoup plus chez les personnes âgées que chez les autres tranches d'âge, c'est cette peur d'être victime, cette impression même d'être victime de vol ou de malveillance. Alors ça va en fait avec la fragilité à laquelle on s'identifie, c'est-à-dire on se dit en vieillissant, on a le sentiment d'être plus fragile. En plus, la dépression là-dessus peut renforcer cette sensation. Et donc, dans cette situation de fragilité, on a l'impression que le monde entier peut nous en vouloir, que en fait, on est à la merci d'eux. Et cette sensation d'être à la merci d'eux, ça peut aussi alerter et amener à consulter. Et alors, il y a, il y a un symptôme qui est intéressant, enfin, qu'il faut vraiment souligner, parce que dans la population générale, évidemment qu'on associe la dépression à la tristesse.
Et c'est vrai que souvent, un des marqueurs de la dépression, c'est avoir envie de pleurer tout le temps, se lever le matin avec les larmes aux yeux, se coucher avec les larmes aux yeux. C'est ce que Barbara a très bien décrit dans sa chanson Le mal de vivre, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette tristesse permanente, cette détresse en fait permanente. Mais ça, c'est en population générale. Et ce qu'on observe chez les plus de 65 ans, c'est que souvent, le symptôme tristesse, en fait, n'est pas présent. C'est-à-dire que on va plutôt avoir des symptômes d'apathie, de sensation de vide, et presque plus d'affect, c'est-à-dire une abrasion pardon, des affects, c'est-à-dire l'impression de ne plus rien ressentir, plus que de la tristesse. Donc ça aussi, c'est une particularité qui fait que pour certains généralistes ou qui ne seraient pas complètement au fait de cette particularité, en fait, la dépression chez les personnes âgées peut ne pas être diagnostiquée correctement. Mais c'est vraiment important de le souligner. Et puis évidemment, il y a aussi les troubles de la sexualité qui sont un marqueur important de la dépression. C'est-à-dire que si jusque-là, vous aviez une vie sexuelle satisfaisante et que finalement, ça ne fonctionne plus, vous n'avez plus envie, vous avez envie de vous éloigner de votre partenaire, vous supportez plus que les gestes de tendresse, etc. Et vous ne supportez plus son désir, à ce moment-là, là aussi, ça peut donner matière à penser. Alors donc là, on a vu un petit peu tous les symptômes, on a fait un petit tour d'horizon en fait de tous les symptômes qui pourraient alerter, mais alors qu'est-ce qui fait qu'on parle de déprime ou qu'on parle de dépression? Parce qu'au fond, finalement, les symptômes sont un peu les mêmes. On peut avoir de temps en temps, on peut être triste parfois. La tristesse est un sentiment, fait partie de la palette de nos émotions. Et si on retirait la tristesse, cette palette serait beaucoup moins riche, évidemment. Donc, c'est normal de se sentir triste. C'est normal quand on apprend une nouvelle comme encore une fois, la mort de Belmondo, mais ça peut être autre chose. C'est normal de se sentir triste. Et il ne s'agit pas de soigner ça, évidemment. On peut parfois avoir envie de ne pas se lever le matin. Bon, c'est pas grave non plus. Enfin, ça peut faire partie de la vie. Ce qui vraiment donne matière à penser qu'il peut s'agir de quelque chose de plus grave, c'est le fait que ça s'installe, en fait. C'est, par exemple, si les symptômes sont nombreux, c'est-à-dire que si vous avez plus de 1 ou 2 ou 3 symptômes, que les symptômes qu'on vient de lister, si ces symptômes s'installent dans la durée, c'est-à-dire que ils vont être là de façon régulière tous les jours pendant au moins 15 jours, voilà. Là, vous pouvez commencer à vous dire que c'est bien d'aller en parler à quelqu'un. Parce que c'est un des marqueurs en fait du syndrome dépressif. Alors, évidemment que la dépression, elle ne survient pas forcément comme ça ex nihilo. Il existe des facteurs de risque. L'un des facteurs de risque, c'est le deuil. Alors, le deuil, vous allez me dire, en même temps, on disait qu'il était normal d'être triste, et effectivement, là, le deuil en soi n'est pas une maladie qu'il faudrait systématiquement médiquer et pour lequel il faudrait aller consulter, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 3 grandes phases dans un deuil. La première, c'est au moment où le deuil survient, c'est-à-dire lorsque la personne chère meurt. Là, il y a une espèce de phase d'hébétude, de choc, qui
peut durer 15 jours, une semaine, 15 jours. Bon. Ensuite, il y a une phase de grande tristesse. C'est-à-dire qu'on découvre que la personne n'est plus là. Il y a cette notion du plus jamais qui est extrêmement douloureuse, en fait. Et ça peut durer 6 mois, c'est-à-dire tout ce moment où il va falloir s'habituer, en fait, à l'absence de l'autre, où on ne va pas avoir envie de sortir. Et là, c'est là où on va avoir certains symptômes ou certains signes qui vont se rapprocher des signes dépressifs. C'est-à-dire qu'on n'aura pas envie d'aller vers les autres, on aura envie de se recroqueviller sur soi, on sera triste le matin, etc. Bon. Ça, c'est une phase qui va durer quelques mois. Voilà, en gros, entre 4, 5, 6 mois, 7 mois. Et puis ensuite, au bout de ce moment, il va y avoir une dernière phase qui est la phase d'acceptation, en fait, où la personne sera, on aura admis, intégré, intégré le fait que la personne n'est plus là et on aura réaménagé, au fond, notre vie autour de ce vide, autour du vide que la personne aura laissé. Alors, on ne va pas l'oublier pour autant. C'est-à-dire que parfois, des endeuillés ont du mal à passer le cap de la troisième, du troisième moment, parce qu'ils ont peur de finalement d'oublier l'autre, comme s'il s'agissait d'une déloyauté envers celui qui est parti. Pas du tout, en réalité. C'est-à-dire que on réaménage sa vie autour du manque. Mais la personne est toujours manquante. On ne l'oublie pas. Elle est dans notre cœur. Mais elle est ailleurs. Et on sait qu'on peut continuer à vivre malgré tout. Ça, c'est la troisième phase du deuil, c'est l'acceptation au fond. Et puis parfois, il y a des deuils dits pathologiques où cette troisième phase est impossible à obtenir, enfin à atteindre. Et donc là, quand la tristesse perdure, quand par exemple quand on garde la chambre vraiment telle qu'elle, quand on a une espèce de la maison devient une sorte de mausolée, etc. Là, on peut là aussi peut-être réfléchir à est-ce que finalement, est-ce qu'on vit bien ou pas avec? Parce que au fond, la question de la dépression et de est-ce qu'il faut médiquer ou pas, est-ce qu'il faut consulter ou pas, c'est évidemment la question de la souffrance. C'est-à-dire, est-ce que ça empêche de vivre ou pas? Tant que ça n'empêche pas de vivre, c'est-à-dire de mener ses activités, de rencontrer des gens, finalement d'avoir une vie satisfaisante, pourquoi pas? Enfin, on peut supporter tant que c'est un peu une tautologie, mais on peut supporter tant que c'est supportable au fond. Ce qui alerte, c'est vraiment ce sentiment que c'est évidemment plus possible de vivre avec ça, et on verra tout à l'heure jusqu'où ça peut conduire. Donc on a parlé du deuil comme facteur de risque, bien sûr, et puis il y a aussi le déménagement. Déménagement, donc avec Gwendoline, nous avons écrit un livre là-dessus précisément parce qu'on s'est dit qu'il était extrêmement important de parler, surtout pour les personnes de plus de 65, 70, 80 ans, de ce moment qui est un moment charnière d'une vie, c'est-à-dire le passage d'un endroit de vie, d'un lieu de vie à un autre. Et pourquoi sur ces tranches d'âge-là particulièrement, c'est que souvent, à 80 ans par exemple, le déménagement n'est pas complètement choisi. C'est-à-dire que souvent, il s'agit de déménagements contraints, soit parce que la maison n'est plus adaptée à un handicap, soit parce que l'entourage, les enfants notamment, ont peur que, je sais pas, que vous oubliez le gaz, que vous tombiez, que vous soyez seul, etc. Et l'entourage va forcer un peu la main pour entrer en maison de retraite, par exemple. Et là, effectivement, c'est peur de risque de dépression. Au point que parfois, on assiste à vraiment des syndromes de glissement. Alors, c'est dans 1 ou 2% des cas, mais ce qui n'est pas nombreux, enfin, ça donne
ce ne sont pas des cas nombreux, mais ça existe, c'est-à-dire des syndromes de glissement où la personne va se laisser mourir, en fait, au moment du changement de domicile. Et puis ce qu'on observe aussi, c'est que alors que les symptômes dépressifs en fait sont entre 15-20%, 15% environ de la population, là en population institutionnalisée, on monte à plutôt entre 20 et 30%. Donc on voit bien une augmentation en fait du syndrome dépressif à l'entrée en maison de retraite. Alors, je n'ai pas fini, c'est un peu parti vite. Alors, on a également la maladie somatique invalidante comme facteur de risque. C'est-à-dire que, évidemment, si on perd une de ses capacités, par exemple une capacité motrice, voilà, bien sûr que ça peut conduire à une dépression, c'est-à-dire quelque chose qu'on perd de soi. Mais certaines maladies aussi ont pour conséquence quasi automatique, ou en tout cas très souvent, la dépression. Parce qu'elles perturbent le fonctionnement du cerveau. C'est par exemple le cas de l'AVC. Il y a beaucoup, beaucoup de dépression en post-AVC. Et c'est vraiment quelque chose auquel maintenant les médecins font attention parce que c'est tellement courant qu'ils sont très attentifs justement à ces dépressions post-AVC. La maladie de Parkinson aussi peut conduire à une dépression, et la maladie d'Alzheimer, les suites de traumatismes crâniens, etc. C'est-à-dire tout ce qui va modifier en quelque sorte la physiologie, la chimie du cerveau. Parce que la dépression, c'est aussi une question de chimie du cerveau. Autre facteur de risque de dépression, l'isolement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est vrai que être seul, ne voir personne, n'avoir aucune interaction avec des pairs, peut conduire à un état dépressif. Peut effectivement conduire à ce sentiment de ne plus valoir grand-chose, de ne plus être intéressant, etc. La précarité aussi est un facteur de risque. Et puis, alors statistiquement aussi, ce dont on se rend compte, c'est qu'au fond, les femmes sont beaucoup plus souvent concernées par la dépression que les hommes. Donc le fait d'être une femme est aussi en soi un facteur de risque. Alors la dépression, ça se soigne. Ça se soigne pourquoi ? Pourquoi c'est important de parler d'une dépression ? Pourquoi c'est important d'aller voir un médecin ? Eh bien parce qu'il y a des risques de s'enfermer dans la dépression. Et le risque principal, c'est évidemment le risque suicidaire. Et le risque suicidaire, c'est 31% des suicides en France sont le fait de personnes âgées, de 65 ans et plus. C'est-à-dire c'est 3 fois plus, en tout cas jusqu'au Covid, c'était 3 fois plus important que chez les jeunes. Ce ratio a un petit peu changé avec l'épisode Covid, où on a vu en fait chez les plus jeunes une augmentation du risque suicidaire. Ce qui est différent aussi chez les plus de 65 ans, chez les seniors, c'est que, en fait, ce sont des passages à l'acte avec une réussite au bout, enfin une réussite. En tout cas, ce sont des suicides entre guillemets réussis. Ce qui n'est pas moins le cas chez les jeunes. C'est-à-dire chez les jeunes, le suicide peut être un signal d'appel. Alors évidemment, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, bien sûr. C'est-à-dire que c'est de toute façon le signe d'une souffrance extrême. Mais voilà. Mais ce qui est important, c'est de voir que chez les personnes âgées, en fait, les modes opératoires sont tels, c'est-à-dire arme à feu, pendaison, etc., que la tentative de suicide devient un suicide. Voilà. Donc, il y a vraiment un risque important quand on a quelqu'un de l'entourage qui est dépressif. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi d'être à l'écoute de ce qu'il peut en dire, par exemple. C'est-à-dire que
la personne peut avoir en tête justement un scénario. Elle peut, alors on peut avoir des paroles comme je suis plus bon à rien, de toute façon vaut mieux que je meure puisque je ne sers plus à rien. Donc ça c'est premier niveau d'alerte. Premier niveau d'alerte important. Deuxième niveau d'alerte, je crois que je vais me jeter par la fenêtre. Bon, là, il faut vraiment absolument conduire la personne et l'emmener de façon à ce qu'elle soit prise en charge, en fait, et que sa dépression soit soignée. Alors, à qui on va en parler de ce mal-être, en fait? Alors, ça peut être au médecin traitant, à un psychiatre ou à un psychogériatre. Les trois sont médecins. C'est-à-dire que les trois peuvent poser un diagnostic, bien sûr, et puis prescrire des médicaments. Mais c'est important de s'adresser à quelqu'un qui connaisse vraiment les médicaments des antidépresseurs. Pourquoi? Parce que c'est d'autant plus important qu'on avance en âge et d'autant plus important qu'on est polymédiqué, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs traitements. Parce qu'évidemment qu'il va y avoir des interactions avec les bêta-bloquants, avec tout un tas d'autres médicaments. Et les médecins sont bien au fait, enfin en tout cas la plupart d'entre eux sont bien au fait, en fait de ces interactions médicamenteuses. Et vous allez pouvoir aussi parler avec le médecin du traitement, c'est-à-dire le questionner sur les effets secondaires, sur combien de temps va durer le traitement, etc. Donc c'est très important de pouvoir dialoguer en fait avec un médecin. Et puis les médicaments ne font pas tout, c'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir des médicaments, les études le montrent. Il faut en parler aussi à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut qu'un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste puisse vous accueillir et vous écouter. C'est quoi la différence entre toutes ces professions? Alors, les psychologues, les psychothérapeutes, surtout s'ils sont formés aux thérapies brèves et aux comportementales, vont plutôt s'attacher à réduire les symptômes, en fait. Les psychanalystes, nous, on va travailler au fond sur ce qui s'est passé pour vous. Comment cette dépression s'inscrit en fait dans votre histoire de vie. Et justement, ça va être extrêmement intéressant après 65 ans, justement, de mettre en perspective cet épisode dépressif par rapport à tout le reste de votre vie. C'est-à-dire, ça va permettre aussi de reprendre les fils de votre histoire, de retisser quelque chose d'une narration. Et ça, c'est vraiment important. Et en tout cas, faire appel à ces professionnels-là, ça permet, que ce soit les psychiatres, les psychothérapeutes, ça permet à un moment justement de réfléchir au sens qu'on peut donner à une dépression. Et certains psychanalystes vont même jusqu'à penser, jusqu'à exprimer le fait que ça peut être une chance. Alors c'est évidemment, ça peut paraître un peu paradoxal pour le moins de dire ça, une chance, la dépression. C'est-à-dire une chance dans le sens où c'est vraiment un moment où il va falloir penser ce qui arrive. C'est-à-dire que par exemple, prenons le cas d'un deuil qui a du mal à passer, en fait, et qui va se transformer en dépression. Qu'est-ce qui fait que ce deuil-là, précisément, prendra ce chemin-là? Eh bien, ça peut être parce que ça va réveiller un autre deuil que vous avez vécu peut-être enfant et qui n'est pas passé parce qu'il n'a pas été accompagné de mots à ce moment-là. Et d'un seul coup, à l'occasion de la mort d'un conjoint, etc., tous ces affects que vous aviez bien resserrés en vous, en fait, enfant, tous ces affects vont ressortir et sans que vous sachiez vraiment d'où ça vient, en fait. Vous allez être submergé par une espèce de vague comme ça de tristesse, de souffrance, et ça, sans savoir d'où ça vient. Et c'est vrai que le travail avec un psychanalyste ou avec un psychologue va permettre, en fait, de trouver du sens et justement de reprendre, du coup, un peu la main sur votre vie. Ensuite, il y a quand même des moyens de réduire les risques d'entrer en dépression.
C'est-à-dire que, alors, c'est pas évidemment qu'il ne s'agit pas de recettes de cuisine totalement sûres à 100%. Mais ce sont des points qui vont pouvoir être aidants, en tout cas. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de conserver tout au long de sa vie des liens avec des gens que vous aimez et qui vous aiment. Parce que effectivement, les relations, ça se cultive. C'est-à-dire que faut pas attendre forcément que les gens viennent vers vous. Il faut aussi aller vers eux. Un coup de fil, une petite visite, un échange de mails, envoyer des photos, etc. Des petites choses, mais des choses très quotidiennes en fait, mais qui justement vont vous aider à lutter contre l'isolement, à vous sentir utile, à vous sentir aimé, à sentir qu'on attend votre coup de fil, on attend votre présence. Et puis, ce qui peut être important aussi, ce sont les activités. Alors, pas n'importe quelles activités, mais des activités qui vous motivent, c'est-à-dire que ça peut être le jardinage, mais ça peut être aussi la poterie, ça peut être la peinture, ça peut être la lecture, ça peut être s'intéresser aux infos, à la formation, mais en tout cas, aller au musée, aller au cinéma, bref. Mais en tout cas, maintenir en fait un niveau, pardon, d'ouverture sur le monde. Parce que ça va vous aider à être dans la vie et là aussi à trouver une satisfaction, à nourrir votre intellect, mais aussi à nourrir votre palette émotionnelle. Aller au cinéma, par exemple, ou lire, c'est vibrer avec un héros, c'est pleurer, c'est rire, c'est vivre en fait, c'est être vivant. Une activité physique régulière. Et puis aussi, ces activités, ça vous permet aussi de vous valoriser. C'est-à-dire que là, en allant au musée, en allant au cinéma, en sortant, en faisant du jardinage, vous allez avoir des choses à raconter aux autres. Et vous allez continuer à avoir l'impression d'être intéressant, de pouvoir participer aux conversations, de pouvoir argumenter, d'avoir en fait, de maintenir des liens psychiques entre différentes activités, différentes personnes aussi, parce que c'est un cercle d'amis avec lequel vous allez, je sais pas, sortir, faire du jardinage, et puis un autre cercle d'amis avec qui vous allez au théâtre. Et puis tous ces gens, mais finalement, vous allez pouvoir converser avec eux et ça va vous donner en fait des possibilités de réfléchir différemment parce que vous serez en lien avec d'autres. Ensuite, une activité physique régulière. Alors là, c'est un peu chimique cette histoire, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens qui ont une activité physique régulière, c'est-à-dire une activité qui va leur permettre de produire des endorphines, c'est-à-dire ces hormones que le cerveau en fait produit, qui sont, on appelle les hormones du bonheur, mais en tout cas qui rendent joyeux et plutôt bien dans sa vie. Ces endorphines, en fait, elles sont produites lorsque on pratique une activité physique de longue haleine, c'est-à-dire à partir du moment où on court, où on marche, où on fait du vélo, où on nage pendant au moins 20 minutes, 20-25 minutes. À ce moment-là, on commence à produire des endorphines et tout l'organisme, en fait, s'en trouve vivifié au fond. C'est-à-dire que c'est bon pour les artères, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour tout. Et puis, je voudrais conclure en parlant de vos sens, parce que c'est important, en fait, de prendre soin de ces 5 sens. Les 5 sens, finalement, sont ce qui nous relie au monde, ce qui nous permet d'être en permanence, d'analyser notre environnement, de nous y adapter, de réagir avec lui et d'être en lien. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on peut avoir des émoussements de ces sens. Alors la vue, bien sûr, l'ouïe, et je voudrais juste faire un point particulier sur l'ouïe, c'est-à-dire que beaucoup de... Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas,
plus de la moitié des seniors qui souffrent de presbyacousie, c'est-à-dire de baisse de l'audition, ne sont pas appareillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, progressivement, la personne va se couper du monde. Elle va ne plus entendre les conversations. Et en n'entendant plus les conversations, elle va se sentir de plus en plus isolée, en marge des autres. Et ça, c'est un facteur de dépression. Donc, c'est très important de veiller à sa sensorialité. Pareil pour le toucher, on a bien vu pendant les épisodes de confinement combien il était douloureux de ne plus avoir de contact physique avec ce qu'on aime. Physique, c'est-à-dire de toucher, d'embrasser, de prendre dans les bras, etc. C'est vraiment un sens vital, le toucher. C'est le premier sens qui se développe dans la vie in utero. Et c'est le dernier sens, au fond, qui est opérationnel jusqu'au bout de la vie. Donc, c'est important d'y prendre soin et de vraiment cultiver cet art du toucher. Donc, alors en se faisant masser, en massant les autres, en prenant ses petits-enfants dans les bras, qu'importe. Mais c'est d'avoir une acuité, en fait, de ce côté-là. Et puis aussi le goût, c'est-à-dire que le goût et l'odorat sont des sens qui donnent métaphoriquement aussi le goût de la vie. Donc voilà, cette sensorialité dont on ne parle pas suffisamment, me semble-t-il, est importante à cultiver. Et il y a plein de... Alors évidemment que les méditations de pleine conscience, par exemple, ça peut aider à prendre justement à se poser et à sentir, en fait, à s'entraîner, à mieux sentir le monde autour de soi. Mais c'est aussi se promener en forêt et puis être attentif au bruit, au chant des oiseaux, aux odeurs qu'on peut percevoir, etc. Voilà, ça permet, c'est ce qui donne en fait aussi le goût de la vie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous passe la parole. Merci beaucoup Isabelle, c'était extrêmement intéressant. On a appris plein de choses. Enfin, en tout cas, moi j'ai appris plein de choses et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Alors pour soi ou finalement, on peut même imaginer pour d'autres, hein, parce que Bien il sûr, y a vraiment cette idée d'information où peut-être certains d'entre vous se sont dit bon bah voilà, finalement je suis pas forcément concernée, mais c'est vrai que pour des amis, des proches, ça peut être très intéressant. Avant d'ouvrir les micros, j'ai quelques questions de Marion que je remercie. Je vais te les donner, Isabelle. Déjà, Marion nous demandait, alors, consulter, mais quel est le coût finalement et combien de temps est-ce que ça prend? Est-ce que tu as une idée un petit peu de cet aspect tarifaire, effectivement, un petit peu le nerf de la guerre, souvent. oui. Alors, pour ce qui est des médecins, en fait, les médecins sont remboursés. C'est-à-dire que si vous allez voir un généraliste, un psychiatre, un gériatre, sont des médecins, donc ils vous font des feuilles de soins, ils seront remboursés. En revanche, les psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes ne sont pas remboursés. Effectivement, il s'agit d'un investissement personnel. Les tarifs sont variables, hein, ils peuvent aller de 50 à 60 euros, 70 euros la séance. Euh, et effectivement, ce sont des thérapies qui peuvent durer un petit peu longtemps parce que il faut le temps de revoir sa vie, de réfléchir, de faire des liens, de tirer des fils, etc. Tout ça ne se fait pas en 5 séances. Après, vous pouvez, puisque effectivement, alors après, bon, certains psy peuvent adapter leurs tarifs aussi, hein, en fonction des patients. C'est assez courant, c'est une pratique relativement courante. Et puis, ce qui est possible également, c'est de prendre rendez-vous dans un CMP, c'est-à-dire un centre médico-psychologie. Il y en a un par secteur, donc vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin généraliste ou auprès de la mairie, etc., pour savoir où il y en a un. Le seul problème, c'est que effectivement, ce sont des centres où vous ne paierez pas en fait votre thérapie. Il s'agit de centres d'accueil,
centre où vous serez accueilli, vous ne paierez pas. Mais forcément, les listes d'attente sont très, 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 très longues. Donc, il faut parfois attendre 6 mois, 1 an, etc., avant d'avoir une place en CMP. Et puis, dans les cas les plus, j'en ai pas parlé, mais il faut quand même le souligner, c'est que dans les cas les plus graves de dépression, notamment dans les moments de phase aiguë où peut y avoir un vrai risque suicidaire, il faut pas ne pas, enfin, il faut pas se couper de la possibilité d'une hospitalisation. Alors évidemment, ça fait peur parce qu'une hospitalisation en hôpital psychiatrique ou en clinique psychiatrique, bon, mais c'est pas, enfin, faut pas en avoir peur de ça. C'est-à-dire que là, c'est un endroit où il y a une prise en charge complètement adaptée, où justement vous rencontrerez des psychiatres, des psychologues, etc. Et où finalement, il y aura une parenthèse de 3 semaines peut-être, enfin, pour justement soigner cette dépression et reprendre un peu le cours de votre vie. Donc c'est important en fait de pas, enfin de pas se couper cette possibilité-là quand vraiment pour les dépressions les plus sévères. Alors évidemment, il ne s'agit pas parce on est un peu déprimé de se faire hospitaliser, mais en fait, quand on commence à avoir des pensées suicidaires, etc., ou des vrais ralentissements, où la personne est un peu catatonique, ne bouge plus, ne parle plus, etc., là, on peut éventuellement envisager cette solution, qui est une solution vraiment de prise en charge médicale. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Superbe. répondu à votre question. Oh bah, Marion, n'hésitez pas à nous le dire. Et elle avait d'autres questions, Marion. Donc, une autre question, c'était comment et où chercher la valorisation de soi si on est seul. Alors, je pense que tu en as un peu, tu as répondu en fait hein, dans la partie La dernière fois. réduire les risques et voilà les astuces. Et une dernière question, si la personne ne veut pas consulter, donc là, si on est dans une situation très grave, on est plutôt sur une hospitalisation. C'est ça, si on a un proche qui refuse, en fait. C'est très compliqué, ça. Oui, c'est très compliqué parce que évidemment que d'autant que en fait, comme on l'a vu, la tristesse, il y a une espèce de surtout chez les plus âgés, en fait, peut y avoir une espèce de mise à distance de ces émotions qui fait que il y a plus de souffrance en fait. C'est-à-dire que il n'y a plus rien. Il y a ce qu'on peut appeler une dépression blanche en fait. Il y a plus rien. Il n'y a plus d'affect en fait. Mais si on est vraiment, vraiment inquiet, alors c'est important d'en parler au médecin généraliste et même d'envisager une hospitalisation. Si on a peur d'un passage à l'acte, par exemple, eh bien, peut y avoir la possibilité de faire hospitaliser la personne, y compris sans son consentement. Alors c'est évidemment une problématique qui est très douloureuse, qui demande beaucoup de réflexion, et c'est bien de ne pas être seul dans cette réflexion, c'est-à-dire vraiment que vraiment la place du généraliste, la place du médecin traitant et du gériatre ou du psychogériatre, enfin, voire du psychothérapeute si la personne est déjà accompagnée, c'est important. Mais voilà, il y a cette possibilité en fait que la loi propose en fait de faire hospitaliser la personne qui est dangereuse pour elle-même au fond, sans son consentement. Alors sachant qu'un juge des libertés, au bout de 72 heures, je crois, vient visiter la personne et s'assure en fait du bien fondé de l'hospitalisation. Mais Très bien. voilà. Ok, très bien. Oui, non, c'est très clair. Je vais permettre aux participants d'ouvrir leur micro. Comme ça, s'il y a des personnes qui ont des questions, notamment je pense aux personnes qui sont par téléphone. Alors, il me semble qu'il faut faire étoile 500 ou dièse 500, quelque chose comme ça. Ça a dû vous être dit quand vous êtes connecté. Si vous voulez activer votre micro, n'hésitez pas. Marie-Lise de la DST Nord, alors je crois que c'est voilà, sans doute assistante sociale
ou personne qui travaille dans le secteur social nous dit le problème qui se pose, c'est le repérage de la personne isolée dépressive. Il est vrai que Oui, pour les bien sûr. professionnels, ce repérage, il est très compliqué parce que c'est des gens qui ne vont pas demander d'aide, en fait. Hein, c'est ça. Hein, Oui, tout à fait, tout à ouais. fait. Et c'est vrai que cette question du retrait social fait qu'en effet, un certain nombre de personnes n'ira pas consulter. Mm. Et donc, si on ne va pas vers lui, c'est-à-dire que si à l'occasion d'une consultation banale, en fait, hein, d'un renouvellement de médicaments, par exemple, ou je sais pas, d'un seul coup, il va falloir livrer des repas à domicile, peut y avoir justement un repérage, c'est-à-dire que quelqu'un qui va, on va aller chez la personne, puis on va se rendre compte qu'il y a une espèce de laisser-aller général, le ménage n'est pas fait, la personne, on voit qu'il y a, il y a une dégradation physique, une dégradation voilà, et les habits ne sont pas propres, etc. On peut un peu se poser des questions. Alors, peut-être que la personne a toujours vécu comme ça, auquel cas, bon, voilà, c'est pas un signe d'alerte, mais pour certains, ça l'est. Et c'est intéressant de pousser un petit peu plus loin l'entretien pour voir un petit peu comment, dans quelle position la personne est, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en souffrance, est-ce que elle se sent par exemple utile. Le petit questionnaire que je vous ai donné, qui est vraiment très rapide, au fond, ça peut être un outil utile dans ce cas-là. Oui. C'est-à-dire en 2 minutes, on pose quatre questions à la personne et là, on a un petit signal d'alerte. Alors évidemment, après, la question, c'est comment le pousser à consulter. Est-ce que la personne va vouloir, et ça va être difficile d'évaluer les risques. Voilà. Bien sûr qu'il va falloir parler avec elle pour essayer de l'engager à consulter dans un premier temps, déjà. Consulter son généraliste, qui peut-être pourra l'orienter vers un autre médecin, vers un psychiatre, vers un psychogériatre. Mais au moins, le généraliste, dans un premier temps, pourra faire une première évaluation de l'état psychique de la personne. Oui, c'est vrai que c'est toujours la porte d'entrée médicale qui Et oui, connaît en plus la personne depuis souvent des années. Donc, il y a un voilà, lien et qui est ça fait peut-être plus moins facile. peur. Ouais, Voilà, et ça fait moins peur qu'un psychiatre. C'est-à-dire se tout à dire, fait. je vais prendre rendez-vous chez le psychiatre, il y a évidemment des freins importants. En plus, il y a de moins en moins les psychiatres sont de moins en moins nombreux, donc de plus en plus surbookés. Donc c'est parfois difficile, mais quand même, les psychiatres prennent en urgence quand il y a vraiment besoin. Oui, bien sûr. Non, très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir. Alors, ça peut être poser une question, aussi nous dire bah, si voilà, vous avez eu les réponses à vos questions, si vous êtes peut-être aidant et que vous avez un proche qui est dans cette situation. Et tranquillement continuer la fin de cette visio. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Isabelle, je ne sais pas si tu dois y aller peut-être. Oui, il va falloir que je... Tu dois nous quitter. Bah, merci beaucoup Oui, en tout cas pour ta participation. C'était vraiment très intéressant. Je pense que ça a apporté beaucoup, aussi bien, bah, on l'a vu, aux aidants, aux personnes, aux seniors qui sont quand même voilà, nos principales intéressées, et puis aux professionnels aussi, hein, certains professionnels qui participaient. Donc, merci beaucoup à toi. merci à vous de votre écoute. Au revoir. Merci Isabelle. Au Donc, revoir. je vous invite, comme toujours, à répondre à notre questionnaire satisfaction. Donc, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur cliquer ici sur cette slide. Et puis, vous aurez aussi dans le mail qui va vous être envoyé d'ici une vingtaine de minutes la possibilité de cliquer sur le questionnaire satisfaction. Alors, ça nous est très utile. Je sais que ça prend un peu de temps, mais je remercie vraiment les personnes qui prennent le temps à chaque fois d'y répondre. C'est pour nos financeurs qui ont besoin de savoir bah, si ça vous a plu, combien vous étiez, et puis d'avoir des informations aussi, vous le verrez, sur votre âge. Voilà, bah, quelques informations statistiques, parce qu'on est financé, comme je le disais, par la conférence des financeurs. Et c'est vrai que c'est un organisme géré enfin, tutelé par la CNSA. Qui fait beaucoup de statistiques. Pour pouvoir continuer à être financé, il nous faut ces informations.
Et puis, n'hésitez pas aussi, pour ceux qui se posent des questions sur leur logement, à aller découvrir notre livre audio Ça déménage. On sera très heureuse avec Isabelle d'avoir voilà, de nouveaux auditeurs ou à le partager hein, si vous avez un proche qui est dans ce projet de changement de domicile. N'hésitez pas. On se retrouve pour notre prochaine visio, donc ça sera jeudi matin à 10h30 comme d'habitude. La visio, stocker ses documents numériques avec Pascal Macias de Movadom Allier. Donc là, c'est vraiment, on est sur un tout autre sujet, plus léger, hein, comment stocker ces documents. On va parler du cloud pour ceux qui connaissent. Et ça sera très intéressant. Donc, inscription comme d'habitude gratuite sur movadom.eventbrite.com et vous pouvez en parler à vos amis, vos proches sans problème. Donc, inscription, je vous le disais, movadom.eventbrite.com. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur contact@movadom.com. Et cette conférence, on le rappelle, a été financée et soutenue par la conférence des financeurs du département de l'Essonne et la CNSA qu'on remercie grandement. Merci à tous.